Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un projet de film assez fascinant qui s'appelle Borges. On a pas mal de documents sous la main, des notes d'intention, un synopsis, même des extraits du scénario et des clarifications des auteurs. Notre but, essayer de comprendre comment ce film, assez unique en son genre, cherche à faire revivre un passé culturel bien précis, celui de la région de Sfax, en Tunisie, en mélangeant le documentaire et la fiction. Alors, allons-y. Oui, c'est un projet qui interpelle dès le départ par son ambition. Il est porté par Radouane Mazoun et Lassa Jamoussi, et disons que Borges se veut vraiment comme une sorte d'acte de résistance. Une résistance contre l'oubli culturel. L'oubli culturel. Oui, l'idée c'est de contrer l'effacement progressif du patrimoine, en particulier de ces fameux Borges, sont les maisons traditionnelles qu'on trouve en périphérie de Sfax. La modernité, elle menace de les laisser tomber en ruine, tout simplement. D'accord. Et la conviction des créateurs, elle est très claire dans les sources. Ils citent cette idée forte: un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. Pour eux, le cinéma devient un outil. Un outil pour réanimer ces lieux, ces Borges, mais aussi toute la vie qui allait avec. Les coutumes, l'esprit. Une sorte de réanimation culturelle par l'image, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Une tentative de faire revivre ce qui risque de disparaître. Et la méthode qu'ils ont choisie, elle est assez particulière. Les documents parlent d'une osmose. Une osmose entre le documentaire et la fiction. C'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Comment on fait cohabiter ça? Le quasi-scientifique et le rêve. C'est exactement le nœud du projet. D'un côté, il y a ce que les sources appellent le documentaire muséologique. L'idée, c'est une fidélité quasi absolue. Un scrupuleux souci de réalisme, c'est leur terme. Muséologique, carrément. Oui, ça implique de reconstituer les espaces, le Borge lui-même, mais aussi le djinan, le jardin verger autour, les personnages, les costumes, et même, ce qui est crucial, le langage. Ils utilisent le dialecte sfaxien de l'époque. Et bien sûr, les rapports sociaux tels qu'ils étaient. Ça démontre un travail de recherche énorme, j'imagine. Ah oui, ils mentionnent des études sociologiques, architecturales, des enquêtes auprès de personnes âgées. C'est très documenté. Mais avec une approche aussi muséologique, le risque, ce n'est pas de tomber dans quelque chose d'un peu figé, un peu froid, même si c'est précis. Une sorte de diorama animé, quoi. C'est une excellente remarque. Et c'est justement là que la fiction entre en jeu. C'est l'autre pôle de cette osmose. Les sources disent bien que la fiction, elle, ouvre les portes à la créativité. Elle rend le rêve possible et l'image vivante. Ah, d'accord. En fait, la fiction permet de transformer ce qui pourrait être juste un document scientifique en une aventure onirique. Ce n'est pas juste l'un à côté de l'autre, c'est vraiment une fusion. La fiction sert de véhicule émotionnel, si vous voulez, pour nous faire entrer dans ce document historique. Et comment ça se matérialise, cette fiction? Elle est centrée sur le parcours d'un jeune homme d'aujourd'hui. C'est son expérience, son rêve éveillé en quelque sorte, qui nous sert de fil conducteur. D'ailleurs, la narration elle-même n'est pas linéaire, elle est décrite comme fragmentaire, guidée par les lieux. Guidé par les lieux? Oui, ce sont les espaces du Borge et du Djan qui semblent déclencher les scènes, les souvenirs. C'est une approche assez sensorielle. Alors, ce jeune homme, parlons-en. Son arrivée est assez marquante, d'après ce que j'ai lu. Il fuit le bruit moderne, des choses imaginaires, le son d'une voiture, d'un avion, et il s'effondre devant le Borge. Et c'est en y entrant qu'il trouve le calme. C'est une image forte pour démarrer. Très forte, oui. D'emblée, ça pose le contraste. L'agitation, l'agression du présent, face à la sérénité, peut être un peu idéalisée, certes, d'un passé retrouvé. Et surtout, ça légitime l'approche onirique. Ça justifie le rêve comme porte d'entrée. Exactement. Le rêve, ou cet état un peu second du personnage, devient le portail pour accéder à ce passé reconstitué. Et ce qui est fascinant, c'est que du coup, ce n'est pas une leçon d'histoire qu'on nous assène. C'est une immersion. Subjective, sensorielle. Le rêve rend le document historique vivable, presque palpable. Et une fois qu'il a franchi cette porte, ce jeune homme devient nos yeux, nos oreilles. On découvre avec lui le quotidien d'une famille sfaxienne d'autrefois. Les scènes décrites sont très concrètes, non? L'arrivée de la ville, la charrette. Oui, tout à fait. L'arrivée depuis la Dar Larbi,
la maison de ville, le déchargement de la charrette, et puis toutes les activités qui rythment la vie dans le Borge et le Jnan. Comme quoi, par exemple? Eh bien, les sources mentionnent de choses très précises. Le cassage des amandes dans le jardin, le lavage très méticuleux de la douara, ce sont les tripes de mouton, un plat traditionnel important, la récolte du jasmin, bien sûr, très emblématique, ou encore la préparation de la semoule pour la traola. La traoula. Oui, ce sont les provisions annuelles. C'était essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources insistent sur le fait que ça met en lumière le travail des femmes et que tout ça est dit et vécu dans le dialecte authentique. On n'est donc pas que dans les gestes du quotidien, mais aussi dans les relations, les interactions sociales. Ah oui, absolument. Le film s'attache aussi à reconstituer ces dynamiques. Il y a une scène, par exemple, où on prépare la visite d'une certaine Zbaïda, une visite importante apparemment, et il y a aussi des petits incidents plus terre-à-terre, comme un gamin, Youssef, qui jette des pierres. Ça ajoute une touche de réalisme, ce n'est pas juste un tableau parfait. Mhm. Et puis, il y a l'intimité de la famille. On évoque des conversations le soir entre le père, Haj Hassouna, et sa femme, Hamida. Ils parlent de leur journée, de la fatigue, mais aussi de sujets importants, comme l'avenir de leur fille, Manana, et une proposition de mariage qui se profile. D'accord, ça permet de voir comment les choses se décidaient, les préoccupations. Exactement. On entre un peu dans les rouages internes de la famille de l'époque. Il y a une scène qui semble vraiment centrale, d'après les descriptions, c'est celle des fiançailles de Mana. C'est décrit avec beaucoup de détails, non? L'arrivée des femmes maltafates. Oui, les maltafates, ces visiteuses traditionnelles qui venaient un peu sonder le terrain pour les mariages, elles sont décrites comme entièrement voilées sauf un œil. Et il y a l'examen de la jeune fille. C'est un moment clé pour montrer les coutumes matrimoniales. Un rituel très codifié, j'imagine. Très codifié. Et là encore, les sources insistent, les dialogues en dialecte sfaxien sont primordiaux pour que ça sonne juste, pour la fidélité de la scène. L'idée, c'est vraiment nous plonger dans ce système de codes sociaux très précis. Et comment ça se termine, cette immersion? Le jeune homme, il reste coincé dans le passé. Non, la boucle se referme. Le scénario décrit son départ du Borge, mais le Borge, entre-temps, c'est comme transformé. Il est illuminé à l'ancienne avec des lanternes. Le jeune homme quitte le lieu, mais il emporte quelque chose avec lui. Les échos des voix, des conversations, les sensations. Le souvenir de l'expérience. C'est ça. Les créateurs parlent de la magie du rêve, qui a permis cette connexion, cette transformation. Il repart apaisé d'après la description, comme s'il avait été enrichi par cette rencontre avec le passé. Toute cette insistance sur la fidélité, le documentaire muséologique, c'est clairement un point fort. Mais ça pose aussi la question de l'interprétation, non? D'ailleurs, les documents prennent la peine de clarifier certains points, j'ai vu ça, notamment sur les personnages. Oui, c'est très juste. Il y a une volonté manifeste des créateurs d'éviter les anachronismes d'interprétation, que le spectateur ne plaque pas ses propres sensibilités, ses jugements d'aujourd'hui sur ce qu'il voit. L'objectif est clair, respecter les moindres détails, ressusciter une époque, pas la commenter avec nos yeux de 2024. Prenons Manana, par exemple. La jeune fille qui doit se marier. On pourrait vite l'imaginer en rebelle moderne face à la tradition. Exactement. C'est le genre de lecture facile qu'ils veulent éviter. Et les clarifications vont dans ce sens. Par exemple, dans une scène où elle nettoie du poisson, elle est décrite comme soupirant, sortant d'une rêverie, le mot arabe utilisé c'est chouroud, la distraction, l'absence. Et elle est même qualifiée de mounomessa, c'est-à-dire un peu endormie, somnolente. Donc pas vraiment nerveuse ou révoltée. De mélancolie ou de distraction face à la tâche, par une opposition frontale. Et c'est pareil pour la scène des fiançailles, sa réplique Rulhum Momaji ou Lahuni et Zizini ya Robbi, qui veut dire en gros dis-leur de venir ici, ça suffit, oh mon Dieu. Ça montre quand même un agacement, non? Oui, un agacement, une lassitude face au rituel, c'est certain. Mais elle finit par se conformer, par répondre poliment. Les sources sont claires là-dessus. Le but est de montrer une réaction plausible dans le cadre des coutumes de l'époque. Pas de créer une héroïne féministe anachronique. C'est la reconstitution d'une scène traditionnelle qui prime. C'est subtil comme nuance. Et pour le père, Ajasuna, il y avait une incertitude sur le fait qu'il soit au courant pour le mariage? Alors là aussi, les documents lèvent l'ambiguïté. Dans la conversation nocturne avec sa femme Hamida, c'est explicite. Il demande qui sont les prétendants. Hamida nomme la famille Chabouni. Elle précise même Chabouniatia du Markaz al-Chabouni. D'accord. Et la réaction de Hadj-Assouna est positive. Il dit Minaes dinnas, ce qui signifie ce sont des gens honorables, des gens de bien.
Donc non seulement il est au courant, mais il approuve. C'est intéressant ces clarifications. Ça montre à quel point quand on vise une telle fidélité historique, on doit aussi anticiper les lectures d'aujourd'hui et guider un peu l'interprétation pour rester fidèle à l'esprit initial. Tout à fait, ça souligne la rigueur de leur démarche. Et l'importance pour comprendre le film de se fier aux détails qu'ils fournissent sur leurs intentions. C'est vraiment la restitution d'une réalité passée, avec ses propres codes, qui est recherchée. Alors, si on revient à notre auditoire type, euh, The Learner, celui qui aime apprendre vite et bien, qu'est-ce que ce projet Borges apporte de spécifique? Pourquoi s'y intéresser? Je pense que sa valeur principale, c'est d'offrir une expérience d'apprentissage différente. C'est une capsule temporelle, oui, mais une capsule rendue vivante, accessible par l'émotion. Plutôt qu'un cours d'histoire factuelle, le film propose une immersion sensorielle dans un pan de culture, d'histoire qui est en train de s'effacer. Ça touche à l'universel finalement, la mémoire, la transmission. Exactement, l'importance de la mémoire culturelle, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va, en quelque sorte. Et la méthode elle-même, c'est intéressant aussi, non? Ce mélange documentaire et fiction onirique, c'est une façon assez innovante de rendre l'histoire plus engageante, peut-être plus mémorable. Tout à fait. Le filtre du rêve, le voyage émotionnel du jeune homme. Ça peut aider à ancrer les détails, à ressentir cette culture passée d'une manière qu'un livre ou un musée classique ne permettent pas toujours. C'est une approche qui respecte l'intelligence du spectateur tout en le touchant plus directement. Oui, je suis d'accord. Et sur des aspects plus techniques, les sources précisent le format. Ce serait un moyen métrage entre 50 et 75 minutes environ. Et un détail qui a son importance, le tournage est prévu en 4K. Ah oui, pour la qualité d'image. Voilà. Essentiel pour une œuvre qui mise autant sur la beauté et la précision de la reconstitution visuelle, les décors, les costures, les lumières, les atmosphères. Donc, pour résumer un peu tout ça, Borges, ça se présente comme une œuvre cinématographique assez singulière, une tentative ambitieuse de sauvegarder une mémoire culturelle, celle de Sfax, mais pas en l'enfermant dans un musée, plutôt en nous y plongeant à travers le regard subjectif, rêveur, d'un personnage d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Sa force, elle est vraiment dans cette dualité qu'ils assument. La précision quasi ethnographique d'un côté et la puissance d'évocation du rêve de l'autre. Une reconstitution rigoureuse, mais qui prend vie grâce à une approche sensible, poétique même. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Au-delà de Sfax, qu'est-ce que cette démarche nous dit sur notre rapport au passé en général? Cette envie de le ressusciter de manière si immersive, si fidèle, mais en passant par le filtre du rêve. Est-ce que ça pourrait changer notre regard sur notre propre présent, notre modernité? C'est une bonne question. Et puis, quels autres fragments de nos passés, peut-être plus proches, plus personnels, mériteraient une telle tentative de réanimation cinématographique avant qu'ils ne disparaissent pour de bon? Voilà, matière à réflexion.